Le balado que vous allez déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal. Bonjour, vous écoutez L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la première saison, enregistrée en 2019-2020 pour choc.ca. Aujourd'hui, à l'émission, on parle entre autres de médias sociaux, de vinification, de Savagnin et de la SAC avec Vincent Laniel, mieux connu sous le surnom de Vincent Sulfite. Alors, Vincent, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, mon vrai nom, c'est Vincent Laniel, mais j'écris sous le nom de Vincent Sulfite. Je fais une infolette chaque semaine sur ce qui rentre à la SAQ. J'essaie toujours de scanner un peu les arrivages de vin nature, de vin plus bio, souvent des produits d'artisans. Ensuite, je mets aussi beaucoup d'efforts dans mon Instagram à essayer de raconter des histoires de vin, à mettre de l'avant des producteurs. Donc, c'est pas mal ça. Merci. Alors, on s'en est déjà parlé. C'est la première fois, en fait, qu'on parle vraiment plus longtemps. Moi, j'ai toujours plein de questions quand je te vois, puis on est toujours en deux verres dans les salons. Comment t'es tombé dans le vin? En fait, ça a commencé parce que, clairement, j'aimais bien boire et mes amis le savaient. Et j'ai des amis qui avaient un groupe de dégustation qui s'appelait entre eux Vin Fun. Ça faisait longtemps que je savais que c'était Émilie Campeau, sommelière du Candide, qui donnait ces dégustations-là. Puis j'avais toujours une grande jalousie de merde, j'aimerais ça être dans votre groupe. Puis comme désolé, c'est vraiment restreint, il n'y a jamais de place. Puis à un moment donné, j'ai remplacé quelqu'un à pied levé la veille, il y a une place qui se libérait. Je me suis assis là, on faisait les vins d'Allemagne, c'était dans une cour dans le sud-ouest. Émilie débarque comme un peu... tout comme un peu genre, je sais pas, là, elle était à vélo, il faisait chaud, elle a comme 6 bouteilles de vin, ça va vite, elle travaille 3 heures après, fait comme, tu sais. Et ça a été un genre de coup de foudre amical. J'ai comme posé quelques questions, puis elle me l'a dit quelques semaines après, elle m'a dit, j'ai vu dans les questions que tu as posées, et puis il y avait quelque chose dans tes yeux, il y avait un intérêt qui était autre que juste on boit du vin nature, puis on a du fun, puis on se met un peu chaud. Et elle a comme reconnu en fait en ça un peu elle des années avant quand elle travaillait à Paris, puis elle a commencé à se lier d'amitié avec un caviste. Donc, Émilie m'a un peu pris sous son aile, puis je lui avais déjà demandé pourquoi t'es aussi généreuse avec moi, puis elle m'avait dit il y a des gens qui m'ont pris sous leurs ailes, puis c'est à mon tour de comme prendre quelqu'un, puis donc cette espèce de relation d'amitié là qui au début tournait beaucoup autour du vin en est devenue une de beaucoup plus complexe. Mais c'est vraiment ça qui a été l'espèce d'impulsion de base qui m'a amené à lire à droite à gauche, à goûter énormément de vin et à mettre beaucoup de rigueur dans mon processus parce que Émilie est une fille rigoureuse. Moi, je venais de l'université, donc je suis en train de faire ma maîtrise. Je suis aussi quelqu'un qui aime ça être méthodique puis organisé, donc pas simplement boire du vin, se mettre un peu chaud, puis après ça, écrire 2-3 textes avec des fautes dedans. J'essaie de prendre ça plus au sérieux. Combien de temps après que tu as commencé à faire ta newsletter? Pratiquement 1 an, jour pour jour. Ça a pris à peu près 1 an de souper avec Émilie, de rencontrer des gens du milieu, d'aller dans des salons, de goûter des trucs. Des amis à moi qui étaient comme Vincent, chaque semaine, tu t'achètes du vin sur le site de la SAC, tu fais des recherches, t'es comme curieux, tu essaies des affaires. Nous, on n'a pas ce temps-là, mais comme on aimerait ça acheter les mêmes choses que toi, à la limite, tu sais. Fait que d'où l'idée à un moment donné, puis là, je me suis intéressé sur quel médium est-ce que je pourrais faire ça. Puis l'espèce de courriel, moi, je le trouvais sympathique. Tu sais, que ça rentre dans ta boîte, t'es peut-être pas obligé de le lire maintenant, tu vas peut-être le relire plus tard. Alors que des fois, ce qui est Facebook, ce qui est Instagram, si tu l'as loupé là, peut-être que tu y retourneras pas dans 2 jours le voir. Fait que le courriel, tant que tu l'as pas supprimé, il est là. J'aimais beaucoup ça. Puis avec le recul, vraiment, je suis tellement content d'avoir pris ce médium-là. On dirait que j'ai l'impression d'écrire quelque chose d'un peu personnel où est-ce que je retrouve les lecteurs chaque semaine, puis je peux faire des jokes, je peux revenir sur une joke de la semaine d'avant.
je sais pas, tout le monde en parle, mais bien évidemment, j'ai inclus François Lambert là-dedans. Et j'aime ça le ramener, j'aime ça faire des blagues avec ça. Puis en plus, c'était une super bonne idée parce que François Lambert me permet de parler de vins super chers que moi-même, je m'achète pas. Puis ça permet de désamorcer le truc. Ça permet de dire, oui, je sais que je suis en train de vous proposer d'acheter une bouteille à 180$. Je vais le faire avec un peu d'humour. Mais en même temps, si jamais vous avez 180$ à mettre sur une bouteille, c'est peut-être là que vous voulez, c'est sur celle-là que vous voulez la mettre. Puis voici pourquoi. Moi, quand que tu y a la petite bio qui est super drôle, et tu dis que c'était pour que tes parents à Saint-Lambert achètent du meilleur vin. Est-ce que tu as beaucoup de parents qui sont abonnés? T'as-tu genre, c'est quoi ton public finalement? J'ai beaucoup. Je sais ça parce que je reçois souvent des retours de courriels envoyés de mon iPad. Ça en dit long sur l'âge des gens, généralement, de ceux qui me lisent. Je pense que j'en ai beaucoup parce que peut-être qu'au début, je peux tomber sur des gens de mon âge, c'est-à-dire 25 à 35 ans. Mais je pense que ces gens-là soupent chez leurs parents le dimanche. Peut-être que aussi, des fois, amènent du vin, puis éventuellement font comme « Hey, papa, hey, maman, vous en achetez du vin, vous devriez vraiment vous abonner à lui. » Puis c'est pour ça aussi que dans mon infolette, j'essaie de plus m'intéresser au processus qu'au vin au final. C'est-à-dire que des fois, oui, je vais parler de trucs qui sont peut-être un peu costauds, vraiment plus de table. C'est pas du vin de soif, c'est pas du vin de parc. Alors qu'en ce moment, c'est ça qui est beaucoup à la mode. Mais j'aime ça beaucoup parler de ces vins-là parce que justement, je me dis, ben peut-être plus que mon père, c'est ça qu'il a envie de boire. Puis au lieu qu'il achète n'importe quoi, ben il va acheter quelque chose de peut-être nature. Tu sais, un bon exemple de ça, c'est que les vins d'Éric Texier à Brézem sont arrivés à SAQ il y a comme 3 mois. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui en ont pas acheté parce que j'en ai parlé comme étant une Côte-du-Rhône, plus sérieuse, plus peut-être austère en jeunesse, tout ça. Puis finalement, moi, je m'en suis acheté. J'en ai ouvert avec des amis. Puis je trouvais ça tellement dommage que peut-être des gens les snobber parce que ça pouvait avoir l'air plus sérieux puis plus droit, alors que c'était la tellement belle Syrah Nature. Et tout le monde a capoté. La bouteille s'est sifflée en 4 secondes. Fait que c'est ça. Moi, j'essaie de ratisser le plus large possible. Puis je pense que ça marche. Puis ça permet d'aller chercher plus de public. Comment tu fais tes recherches? Parce que moi, ce que j'aime de la newsletter, personnellement, puis je l'ai déjà dit, c'est les petits textes. Tu fais une recherche, c'est pas juste voici les vins, on sait pourquoi. Comment t'approches ça? La méthode a changé avec le temps, puis le nombre d'heures aussi que je mets dans le processus a évolué beaucoup. Quand je relis les premières infolettes, des fois, c'était juste comme, ben ça, c'est très bon rosé fait par une très bonne personne à boire à la piscine, point. Aujourd'hui, en fait, systématiquement, j'essaie de prendre de l'avance, donc d'envoyer des courriels aux importateurs pendant la fin de semaine en regardant ce qui s'en vient. Comme ça me permet d'avoir aussi l'information le plus rapidement possible dans ma boîte courriel quand je commence à rédiger. C'est-à-dire, des fois, j'ai des fiches techniques déjà en pièces jointes avec genre une petite bio de c'est qui fait le vin. Ça me permet de sauver énormément de temps puis d'énergie sur l'espèce de faire la recherche Google. Parce que le problème, c'est que la qualité de l'information est très variable. Mais c'est sûr que de passer par l'importateur, de dire « Hey, tu sais, c'est quoi l'assemblage là-dessus? » Si jamais l'assemblage n'est pas bon, mais là, c'est plus ma faute à moi rendu là. T'sais, j'ai fait mon devoir d'aller à la pêche à l'information. Puis ça aide beaucoup. Je pense aussi que ça a comme créé une bonne relation avec les importateurs. Qui voient peut-être le sérieux de la chose, que j'essaie de dire d'avoir les bonnes informations, de dire des vrais trucs. Tes followers, en bon français, ont explosé. On voit que tu partages les gens qui s'initient au vin. Encore ce matin, je voyais une fille une fille qui avait acheté pour je ne sais combien de dollars de bouteilles. J'étais très jalouse. Comment tu vis ça? Parce que moi, les grosses questions que je me pose avec toi, c'est les réseaux sociaux et le vin. C'est comme une espèce de question pas très sexy, mais moi, je pense que pour moi, Instagram a été super fort pour découvrir des vins, m'initier, etc.
En fait, les réseaux sociaux sont vraiment une arme très puissante pour en apprendre plus sur une passion. Puis moi, ça m'a été très utile. Puis comme tu le dis, en fait, c'est m'abonner à Émilie Campo avant qu'elle soit mon amie, puis lire ses récits sur le vin. Premièrement, ça a influencé ma façon d'écrire sur le vin parce que à force de la lire, voir sa façon de travailler, mais là, après ça, on commence à s'abonner à des pages de vignerons. Il y en a qui font absolument rien sur leur Instagram, mais il y en a d'autres qui font des trucs vraiment intéressants. De Wine Stash, par exemple, Édouard, qui est un super gars, il travaille aussi très, très bien. Il fait des portraits de vignerons, il fait des super belles photos. C'est le fun à voir, c'est le fun à lire. Je pense que c'est une arme puissante. Qu'est-ce qu'on peut faire si on trouve que notre bouteille est bouchonnée, ça goûte la souris ou il y a de la volatile? Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas grand-chose à faire. Après ça, faut comprendre les défauts. Il y en a vraiment toute une famille, puis c'est un monde. Quand on commence à plonger là-dedans, en fait, ça va être long avant qu'on en ressorte. Et c'est correct. Moi-même, je suis encore en train de me poser souvent des questions sur hey, ça, c'est tout ça ou c'est ça? Tu sais, finalement, j'avais la discussion hier. Le fameux côté un peu fermier dans les vins. On a ouvert une bouteille, on se demandait est-ce que ça c'est l'effet de la brette, donc qui donne les notes un peu animales et fermières, ou c'est simplement une forme de réduction, donc que le vin aurait manqué un petit peu d'oxygène pendant la fermentation. Et donc, je veux dire, on était 3 personnes à se poser ces questions-là et à pas vraiment avoir de réponse claire. Et moi, je vois pas ça comme un truc désagréable. En fait, je les aime, ces conversations-là, comme se questionner, puis se demander, puis prendre son téléphone, aller sur Internet un peu, se redemander, il me semble que j'avais déjà lu telle affaire quelque part. Par exemple, l'acidité volatile, que beaucoup vont considérer comme un défaut, ça dépend toujours de comment c'est intégré au vin. Puis ça, c'est une grande question. Tu sais. Puis les vins italiens, par exemple, peuvent avoir plus tendance à aller vers l'acidité volatile, mais c'est une acidité volatile qui va faire du bien au vin si celui-là est comme un peu chaud. Tu sais, s'il y a peut-être à 14 d'alcool, mais finalement, l'acidité volatile en arrière permet de rendre le vin beaucoup plus digeste. Mais un vin, par exemple, un petit vin orange de Loire qui a de l'acidité volatile à côté dans le vin, ça va vraiment donner une impression de défaut parce qu'on va avoir un côté un peu verni à ongles dans le verre qui est pas agréable. Moi, ce que je répète souvent, puis c'est toujours plus avec des générations au-dessus de nous qu'il faut faire ce point-là, c'est que le vin nature n'est pas de défaut par définition. Puis ça, dépendamment avec qui on parle, il y en a qui vont dire bien évidemment que je le sais, mais il y en a d'autres qui vraiment associent automatiquement un vin nature va avoir des défauts, va sentir la ferme ou va sentir le vernis à ongles. C'est pas vrai. Puis moi-même, en fait, j'ai de plus en plus de plaisir à boire des vins qui sont droits. Donc, qui sont vinifiés de façon naturelle, mais que le résultat, en final, pourrait berner n'importe qui à savoir est-ce que c'est un vin nature ou ce l'est pas. Ce genre de vin-là, j'ai toujours un immense plaisir à les boire. Justement, récemment, je me suis fait vraiment plaisir. J'ai ouvert une bouteille du domaine Yo-Yo dans le Roussillon, qui est ce qu'on appelle une licorne dans le monde du vin nature. Ça veut dire on n'en boit pas tous les ans, puis quand on en boit, on est vraiment content. Ce vin-là ne présentait aucun défaut. Il était juste parfait. Et je pense que n'importe qui, peu importe se situe où par rapport au vin, aurait ouvert cette bouteille-là et aurait eu un immense plaisir. Donc, moi, c'est le genre de vin que j'aime vraiment beaucoup. Vin nature versus du vin conventionnel, est-ce que tu as renoncé à tous les vins conventionnels? C'est quoi ton approche là-dessus? Je pense que c'est important de ne pas tomber forcément dans le dogme quand on boit du vin. Il faut rester le plus ouvert et curieux possible. Les vignerons puis les vigneronnes vont s'en charger, à la limite de tomber dans le dogme. Et c'est tout à fait correct, ça fait partie de la personnalité des gens. Il y en a qui vont absolument jamais mettre une once de sulfite dans leur vin. C'est un point qu'ils font. Donc, on peut tomber sur des projets, sur des domaines, en fait, qui, d'année en année, vont tout simplement pas jamais mettre de sulfite. On va tomber sur des millésimes qui sont exceptionnels, puis il y en a d'autres, malheureusement, des fois, c'est un petit peu, tergiversant, on n'est pas trop sûr. Mais donc, eux, c'est un point, en fait, c'est très fort comme point de dire ça, et c'est correct, ça leur appartient, et nous, comme consommateurs, à nous de l'apprécier, tu sais. Après ça, c'est parce que le truc sur les sulfites, c'est que moins on en boit, plus on est sensible à la présence dans les vins. Donc, un vin qui en a trop eu, pour moi, risque d'être trop cadré. C'est-à-dire, c'est comme si le vin, au lieu de complètement pouvoir s'exprimer,
c'est comme si on y avait mis quelque chose sur la tête en disant non, comme calme-toi, puis reste où est-ce que t'es. Puis ça, je trouve ça dommage, en fait, parce que c'est pas de ramener ça à conventionnel versus nature, c'est juste de dire, c'est vraiment dommage parce que ce vin-là, je pense qu'il aurait pu être très, très bon, mais il manque quelque chose, tu sais. Mais après ça, des vins de Clemens Bush, c'est très connu, tout le monde le sait, il y en a du souffle dans ces vins-là. Mais ça fit avec le reste. C'est comme tellement bien intégré au terroir, puis à l'aromatique du vin, où est-ce que finalement ça se mélange un peu avec le côté très minéral de la bouteille, puis ça marche. T'sais. Moi, j'ai du grand plaisir à boire des Riesling de Clemens Bush. Je trouve qu'il y a de quoi réveiller un mort dans ces vins-là. J'adore ça. Mais donc, c'est ça. J'en fais pas un point fermé. Puis la dernière chose sur laquelle je pense que c'est important de ramener cette discussion-là du conventionnel versus le nature, c'est plus en fait par rapport à l'approche à la vigne. Là, c'est plus là où est-ce que je suis un petit peu dogmatique, où je me dis finalement, là, on met des intrants chimiques dans le sol. On pollue l'environnement à utiliser trop d'herbicides, trop de pesticides. Donc, moi, c'est plus sur ces points-là, en fait, que j'ai de moins en moins envie de boire des projets des vins qui viennent de domaines où est-ce qu'on n'a pas ce souci-là de l'environnement. Mais après ça, encore une fois, moi, je fais pas encore de vin dans ma vie. Et je trouve que faut avoir aussi l'espèce d'humilité de dire c'est pas à moi d'aller dire à un vigneron c'est mal, t'as mis telle affaire dans tes vignes. Je veux dire, c'est tellement difficile de faire du vin. Telle année, la pression sur les maladies fongiques peut être comme immense. C'est pas à moi de dire t'as mal fait, puis d'aller taper sur des doigts. Pas du tout, parce que c'est pas moi qui prends le risque financier derrière ça. T'sais. J'ai une bonne relation avec Mathieu Beauchemin du domaine du Nival, parce que c'est là que j'ai fait mes premières vendanges, puis on s'écrit souvent, puis on fait des blagues, puis on se niaise, on a cette relation-là, puis j'y fais tout le temps la blague de genre, quand est-ce que tu vas me faire une cuvée nature juste pour moi, parce que tu sais bien, moi j'aime pas ces sulfites, puis là, après ça, il me répond, non, au contraire, je vais t'en faire une complètement blindée de sulfites. Mais tu sais, derrière cette discussion-là, en fait, de pourquoi Mathieu va toujours un petit peu protéger ses vins, c'est quand même, lui, il veut avoir une stabilité, puis je veux dire, justement, il tombe pas dans un genre de dogme ou comme c'est pas comme un effet de mode. Lui, c'est juste que moi, je veux une certaine stabilité. J'ai pas envie de vivre avec l'espèce de crainte qui va me réveiller dans la nuit, à savoir, est-ce que des gens vont ouvrir la bouteille chez eux puis elle va être complètement cassée. Ben justement, tu parles de vendange, faire du vin. Je pense que dans la dernière année, si je me trompe pas, tu as pris des décisions par rapport à ton avenir et qui ont changé un petit peu ta direction. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? En fait, c'est pas encore un point à savoir il n'y a pas vraiment tout à fait une décision d'avenir qui a été prise. C'est juste que j'ai voulu faire un projet test. J'ai un très bon ami à moi, Félix. Ses parents à la retraite ont eu comme projet d'acheter une ferme. Et donc, il y a un bout de la terre qu'ils voulaient laisser en friche parce que c'est l'autre bord de la route, c'est tout petit, ça vaut pas la peine. Mais donc, ils nous ont dit, les gars, si vous voulez planter de la vigne là-dessus, parce qu'on sait que ça vous fait triper, go. Alors, on a planté 400 vignes ce printemps. Ça va donner à terme probablement 800 bouteilles. C'est quand même, il y a pas de quoi vivre avec ça. Puis en fait, c'est que selon les réglementations québécoises, on pourra pas vendre notre vin. Donc c'est comme un vin de consommation personnelle à boire avec les amis. Puis nous, c'est surtout comme pour se faire la main, mieux comprendre la vigne, s'amuser avec ça. Et qui sait, peut-être après ça, se donner le goût d'en planter plus. Et on va pouvoir faire des erreurs sans que ce soit trop grave. On fera pas des erreurs sur 2 hectares de vignes, on va faire des erreurs sur 400 vignes. On va apprendre de ça. Puis aussi, parce que moi, j'ai pas de background en sommellerie, j'ai pas de background en œnologie, j'ai pas étudié là-dedans. Félix non plus. Demander un prêt à des genres à une financière agricole pour pouvoir planter 2 hectares, et c'est sûr qu'ils nous regarderaient puis ils diraient, mais vous êtes qui, vous, en fait? Il y en a un des deux qui fait une infolette sur les vins en SAQ puis qui écrit tout le temps de jus soif funky, puis c'est tout. Comment, justement, t'approches ça? Tu dis, t'es pas sommelier, est-ce que t'avais un petit peu de background? Non, je dirais que avec Félix, on a beaucoup, j'ai beaucoup appliqué en fait ce que j'ai un peu appris à l'école, c'est-à-dire
aller à la bibliothèque, lire dans des livres, prendre des notes on the side, faire des entrevues avec des gens un peu indirectement, c'est-à-dire appeler, demander à Mathieu, penses-tu qu'on peut se parler 20 minutes cette semaine? Il dit oui, je vais être sur la route, je t'appelle. Puis là, je pose mes questions. Je suis comme, j'ai lu ça. Là, ça m'amènerait à vouloir planter ça, comme ça, de telle façon, en faisant ça. Qu'est-ce que t'en penses? Puis là, finalement, Mathieu me revient. Mathieu est comme, non, écoute, là, si tu fais ça, t'as l'affaire. Après ça, aller passer une journée au Pervenche avec Félix. On aide, on est avec Mike dans la vigne. On en profite pour poser des questions, sur les engrais verts. Qu'est-ce qu'on va planter dans le sol autour de la vigne? Qu'est-ce qui est important, à quelle fréquence est-ce qu'on devrait désherber, un peu, tu sais, toutes ces questions-là, parce que finalement, surtout de poser des questions à des gens qui l'ont fait puis qui connaissent ça. Fait que c'est ça. Moi, j'ai vraiment comme, c'est à tâtons qu'on fait ça. Et à date, ça marche bien, mais vraiment, je dois comme être très reconnaissant envers tous ceux qui veulent bien répondre à mes textos à pas d'heure. Puis justement, qu'est-ce que tu as planté finalement? Alors, on a planté 8 hybrides. On a pris le petit guide des hybrides du Québec, puis on a comme regardé qu'est-ce qui débourre le plus tard, parce qu'il faut dire que c'est près de Thetford Mines, donc c'est assez frais. C'est pas une super bonne idée de mettre des vignes là. Mais on a pris donc les 8 hybrides qui allaient débourrer le plus tard, donc qui ont le plus de chances de survivre au gel de printemps. Et qui allait avoir la maturité le plus tôt. Donc, qu'on peut recueillir les raisins le plus tôt possible dans la saison. Probablement fin septembre, début octobre. Et c'est surtout, en fait, qu'on a eu l'idée en parlant avec différentes personnes, en parlant avec Steve Beauséjour et en parlant avec Lindsay Brennan du Alma, les deux, sans s'être parlé, m'ont dit la même chose. Tu devrais essayer un field blend. Tu devrais coplanter tous tes cépages de façon aléatoire. Parce que votre projet est à petite échelle, c'est 400 vignes, vous allez pas vous perdre là-dedans, c'est pas comme si vous plantiez 6 hectares en field blend. Donc on le fait. Fait que ça veut dire que on a tout simplement alterné les vignes, genre sur un même rang, puis d'un rang à l'autre. Fait que finalement c'est complètement décalé. On n'a pas encore mis des tags sur les vignes, fait que les reconnaître pour l'instant c'est un petit peu difficile. Mais on a comme toutes nos notes là, on va pouvoir leur mettre des petites étiquettes de couleurs pour les reconnaître vite. Donc l'idée en fait avec le field blend, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'idée que... Puis il y a le livre aussi qu'il faut que je lise qui s'appelle La vie secrète des arbres. Puis c'est comme comment comme la végétation en fait communique entre elles. Et l'idée de coplanter les vignes, c'est qu'elles vont finir par comme s'échanger un peu des informations et aussi comme s'aider les unes les autres. Alors que quand finalement on plante juste des rangs de la même chose collés, ben si genre il y a une pression vers telle maladie, ben elle est comme augmentée du fait que comme disons le pinot noir est sensible pour telle chose, ben le fait qu'il y ait plein de pinot noir, ben on augmente le risque de. Donc en coplantant comme ça, puis en variant, on se coupe un peu de ces risques-là, puis il y a plus de chances que comme elle développe un genre d'écosystème fort, puis comme un bon système de défense aussi. Il y a beaucoup d'idées, en fait, puis il y a beaucoup de vignerons que je commence à lire ça, qui essayent de, même au niveau de mettre du soufre et du cuivre dans les vignes, ce qui est autorisé en biodynamie jusqu'à un certain niveau. Il y en a même qui essaient d'arrêter ça pour encourager la vigne à développer ses propres mécanismes de défense. Donc, dans 2 millésimes, donc le millésime 2021, normalement, on aurait probablement pas nos 800 bouteilles cette année-là, peut-être plus autour de 400. Mais donc, on va faire des tests. On a l'idée de tout fermenter séparément au début dans des dames jaunes pour connaître nos cépages, les goûter individuellement, comprendre comment est-ce que, tu sais, un tel, on devrait faire de la carbonique dessus, est-ce qu'un autre, on devrait faire un peu de macération sur ce blanc-là. Voir un peu tout ça, mais l'idée, en fait, idéalement, un jour, ce serait juste de mettre tous les raisins en même temps dans une grande cuve et faire ce qu'on appelle une cofermentation de tous les cépages ensemble, ce qui permet, en fait, de vraiment complexifier les goûts et les arômes. Parce que moi, ce que j'ai eu comme bonne expérience avec les hybrides québécois à date, c'est quand ils sont assemblés. Donc, par exemple, si on va chercher tel rouge, peut-être a aucune puissance tannique juste sur l'acidité, mais tel autre a beaucoup de fruits, puis justement pas tant d'acidité, mais peut-être que les deux combinés ensemble vont pouvoir donner quelque chose. Par exemple, le radisson, on en a planté, et Véro, au Pervenche, me disait, en riant de moi, en disant « Ah, boy, moi je connais plein de monde qui veulent l'arracher, leur radisson, parce que ça donne rien de bon. » Puis j'avais en tête le domaine Beauchemin. David m'avait fait goûter un assemblage de 3 trucs incluant du radisson, puis j'étais comme « Wow, c'est intéressant. » Puis c'est ça qui
m'avait dit. Un hybride seul est pas vraiment intéressant. C'est un peu plus difficile. Mais par contre, quand on commence à les assembler, là, ça commence à être vraiment intéressant. Ce qui est aussi, ça me fait penser, en fin de semaine, j'ai bu de la Garagista, j'ai oublié le nom de la cuvée. Mais c'est sa cuvée, en fait, de potager avec, comme les vignes du jardin qui sont comme peut-être coplantées. Je me souviens plus, je l'ai lu dans son livre. Mais donc, elle a fait, il y a 6 cépages, je pense, dans cette cuvée-là. Et c'est exactement ça vers quoi j'aspire. C'est-à-dire, comme, je trouvais que les goûts étaient complexes. Mon palais avait de la misère à reconnaître vraiment ce qu'il goûtait. C'était pas comme si on buvait seulement du pinot noir. Puis t'es comme, ah oui, je reconnais le pinot noir avec certaines variations. Non, là, c'était vraiment comme, c'était super intéressant à boire. Puis moi, je me demande comment est-ce que tu approches justement la vinification, encore là, un peu comme la plantation? En effet, ça va être de l'essai-erreur. Beaucoup d'erreurs, probablement. Déjà, bien évidemment, on veut faire du vin sans sulfite ajouté. Et moi, j'aimerais vraiment ça. Puis c'est un peu prétentieux de dire ça, ou présomptueux, mais j'aimerais vraiment beaucoup arriver à faire un vin qui est pas bourré de défauts. Ça, déjà là, ça serait le fun. Fait que déjà, de juste se dire, on va prendre des raisins, on va faire du jus, on va laisser le jus fermenter, puis après ça, on va l'élever en quelque chose, puis on va finir par le mettre en bouteille. Si je suis capable de suivre ces étapes-là et d'avoir un vin qui est buvable à la fin, déjà là, mettons la première année, le test est passé. Après ça, on commencera vraiment à se poser des questions, à savoir, on veut-tu... je sais pas, hier, je buvais la bouteille de Frédéric Anderstein qui, dans le fond, a égrappé donc son Carignan, qui est un cépage rouge. Il l'a égrappé, donc il a enlevé les baies de la grappe, il les a mis entières dans du mou de raisin de Chardonnay. Et il a laissé ça fermenter ensemble, et après ça, il a repressé le tout pour faire vraiment un assemblage de rouge et de blanc, de Chardonnay puis de Carignan. Il fait ça hier, la bouteille s'est bu littéralement, je pense, en 25 minutes, puis on était 3. C'était comme absolument magnifique. Mais ça, c'est des trucs que j'aimerais vraiment beaucoup tester et commencer à explorer. Mais je pense que je suis mieux de commencer à apprendre par une certaine base de faire fermenter des raisins pour faire du vin sans que ça soit bourré de défauts. Ce serait déjà formidable. Est-ce que tu te rappelles un vin coup de cœur qui t'a fait vraiment t'ouvrir au monde du vin nature? J'ai pas vraiment j'aimerais ça, là, parce que je trouve ça super poétique. Il y a beaucoup de gens qui peuvent répondre avec moi, c'est cette bouteille-là, ça a changé ma vie. Moi, ça a été comme un long fleuve tranquille, c'est-à-dire, je me souviens de ma mère qui avait reçu de son patron une bouteille de Château quelque chose, 1998, parce que c'était l'année de naissance de ma sœur, puis son boss trouvait ça bien le fun de lui offrir ça en cadeau, puis on l'avait bu à 5 un soir d'été, il y a genre 6-7 ans. Puis j'aimais déjà le vin à ce moment-là. Je me souviens de comme faire, mon Dieu, genre comme quand c'est bon, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon du vin. Mais tu sais, c'est pas cette bouteille-là qui a comme influencé. Tu sais, moi, ce qui a changé ma vie par rapport au vin, c'est beaucoup plus la rencontre avec Émilie. Puis Émilie, après ça, je pense qu'elle prenait un grand plaisir à me faire boire des trucs qu'elle savait qu'elle aimait à l'avance. Et de un peu regarder ma face. C'est-à-dire, on ouvre la bouteille, me sert un verre, je prends une gorgée, je la regarde avec des yeux gros comme des 2 piastres, puis c'est juste comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est plus cette espèce de long chemin. Mais mon fond d'écran sur mon sel, et je l'ai pas changé depuis plus qu'1 an, c'est Fleur de Savagnin de la Baie. Parce que dans le fond, en fait, cette bouteille-là, en fait, pour faire la courte histoire, Émilie et moi, on avait fait une retraite de rédaction. Les deux, on avait beaucoup de rédaction à faire. On s'était isolés chez ma mère qui était pas là pendant une semaine. Elle avait amené une caisse de vin. On a décidé d'étirer d'une soirée de plus, donc on avait plus de vin. Elle m'a envoyé à la SAQ et c'est ce que j'ai pris sous sa recommandation. Et je me souviens qu'on a ouvert la bouteille, qu'on se soit servi un petit fond. Et Émilie, j'ai vu une larme couler sur sa joue quand elle a pris la première gorgée. Et j'ai su à ce moment-là, en fait, que le Savagnin resterait premièrement un cépage pour lequel j'aurais toujours énormément d'affection. Il y a comme quelque chose dans l'aromatique de ce cépage-là qui me colle à la peau. Je pourrais jamais m'en défaire. Je veux dire, faut être tweet pour rater du Savagnin, je pense. C'est tellement un beau cépage. Après ça, la Baie est un vigneron d'exception qu'on est vraiment chanceux d'avoir. C'est en petite quantité, mais on est vraiment chanceux que ça rentre en SAQ. J'ai pas bu encore ses rouges, mais je pense qu'il fait de grandioses pinots noirs.
Mais clairement, son fleur de Savagnin, je repense encore, puis c'est une bouteille très importante pour moi. Puis bon, ben généralement, je pose la question, quelle rencontre a été marquante? Mais je pense que c'est clair pour toi que c'est Émilie. C'est clair pour moi que c'est Émilie. Par contre, Émilie m'a aussi fait profiter des rencontres qui ont été marquantes pour elle. Je pense à quand j'ai rencontré Alexandre Boilly de chez Wired pour la première fois. Et je me souviens, on se connaissait même pas tant que ça, qui était venu me rejoindre au Mousseau le soir, que le Mousseau avait fait une collabo avec le Candide. Donc, j'étais assis au bar et Alex arrive, s'assoit à côté de moi, sort une quille de son sac et on commence à boire ça. Et il m'a fait une métaphore de train et d'acidité. Et cette journée-là, j'ai su que comme Alex, ce serait une personne qu'il faudrait que je garde proche de moi dans ma vie. Il m'avait comme expliqué que t'avais beau avoir le plus beau train au monde, le plus performant, si t'avais pas de rail en dessous de ton train il avancerait pas vraiment beaucoup. Et pour lui, l'acidité dans le vin, en fait, c'était comme les rails. Fait qu'il disait, si une belle acidité dans un vin va te permettre à ton vin de voyager pendant tellement longtemps, et dans le temps, mais aussi dans la longueur dans le verre. C'est-à-dire que tu prends une gorgée, puis tous les arômes restent tellement longtemps en bouche grâce à l'acidité. Tu sais, si on pense, par exemple, je pense à des grands Barolo, des Barolo qui sont un peu austères en jeunesse, ceux que les amateurs de vin nature vont plus apprécier, c'est ceux qui sont assis sur une belle base d'acidité. Donc, Alex, moi, cette journée-là, juste le feu dans les yeux, en train de me faire sa métaphore avec ses bras, puis comme me montrer, genre, ses rails de train, puis comme s'exciter sur la bouteille. Ça, c'est quelque chose qui m'est resté. C'est la première fois que j'ai rencontré Steve Beauséjour, qui est sympathique comme ça se peut pas. Je pense que tout le monde aime Steve Beauséjour. Steve est fin. Je suis rendu dans le cercle rapproché des gens qui se font appeler peut-être une fois par semaine par Steve. Ça, je suis vraiment content. Quand j'ai vu Steve Beauséjour pour la première fois sur mon afficheur, je pense que j'ai fait un saut d'au moins un pied dans les airs. J'aime vraiment beaucoup Steve. J'aime aussi Martin Landry, en fait, parce que ça vaut la peine quand même de faire l'aparté, m'a donné une job parce que j'ai un background un petit peu... je suis comptable autodidacte, c'est-à-dire que j'ai pas étudié là-dedans, mais j'ai fini par apprendre la comptabilité d'entreprise. Et il m'a donné ce poste-là pour son entreprise qui était comme en pleine croissance. Il était comme « j'ai besoin d'aide ». Ça me permettait de mettre un pied dans le monde du vin et Martin, vraiment, c'est quelqu'un de super généreux de son temps et de son énergie. C'est quelqu'un qui croit dans les gens, puis je trouve ça le fun d'avoir cette personne-là derrière moi qui croit en moi puis qui pousse. SAC versus importation privée. En fait, je pense qu'on critique beaucoup la SAC, puis en même temps, toi, tu fais un peu la promotion de ce qui s'importe là-bas. Je pense qu'on est assez chanceux d'avoir autant de choix ici au Québec. Qu'est-ce que tu penses de la SAC? Qu'est-ce que c'est en train de devenir? Et est-ce que tu peux, parce que tu en parles souvent, un peu me parler de l'importation privée et comment ça fonctionne? La SAC, premièrement, je trouve que quand on commence à voyager, on se rend compte que finalement, c'est pas si pire que ça. Donc, c'est un peu le premier réflexe de bien des gens, parce qu'on a l'impression qu'on se fait restreindre notre liberté. On a l'impression qu'on peut pas acheter ce qu'on veut. Mais quand on voyage, en fait, surtout quand j'étais en Italie récemment, on se rend aussi compte qu'on peut pas acheter ce que l'on veut. Dans le sens que pour payer ton vin vraiment pas cher, il faudrait que tu l'achètes directement auprès du producteur. Mais là, le producteur, lui, tout est déjà alloué, puis il part chez des cavistes, puis il part dans d'autres pays, puis tout ça. Donc finalement, tu pourras pas y acheter à lui, tu vas passer à travers un caviste. Le caviste se prend une marge. Surtout quand on voyage en euros, souvent, quand on compare, on est comme, finalement, j'ai pas payé moins cher qu'à la SAC. Donc, c'est pas si mal que ça, ce qu'on paye à la SAC. Puis il y a vraiment une bonne disponibilité de beaucoup de produits. Ce qui manque, en fait, tu sais, je pense des fois, puis c'est pourquoi il y a comme un fort élan de popularité de l'importation privée chez les particuliers en ce moment, c'est l'espèce de bouteille un peu spéciale qui sort des conventions. Ça, je pense que la SAC est encore un peu frileuse là-dessus. C'est-à-dire... je comprends que, de toute façon, Frédéric Anderstein, pour revenir à lui, qui est en Ardèche, il fait des vins absolument spéciaux, mais comme un peu anachroniques par rapport à la région. Même s'il y avait des volumes pour rentrer à la SAQ, je serais pas surpris que la SAQ lève le nez là-dessus. En se disant, non, les gens qui boivent de cette région-là du monde veulent du Carignan avec un peu plus d'épaules, veulent comme de la grosse Syrah, puis alors que je pense puis peut-être que la SAQ va juste s'adapter un peu plus lentement, mais va finir par arriver là, où est-ce que, non, on les aime, les gens qui sont un peu anachroniques.
on l'aime, les gens que tout le monde font des bulles blanches autour de lui, puis finalement, lui est le seul, mettons, à faire des bulles rosées, puis ses voisins le regardent, sont comme, voyons, qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est pas comme ça qu'on fait des bulles traditionnellement ici. L'importation privée, ce qui est le fun, en fait, c'est qu'il y a comme déjà il y a une personnalité, en fait, à travers chacune des maisons, des agences. Wild et Associés a vraiment le profil des deux associés qui sont derrière, de David et Alex. Wino, où je travaille, a vraiment la personnalité de Martin. Vin dans les voiles, Vin dans les voiles, c'est vraiment Julie et Valériane. Je pourrais en nommer comme ça. Et ce qui est le fun, c'est de se reconnaître là-dedans. De se dire, ah ben moi, ça, c'est une agence qui me parle. Et après ça, d'établir un genre de dialogue où est-ce qu'on rencontre les gens dans un salon, de dire, hey, j'ai bu votre telle bouteille, l'autre fois, c'était vraiment bon. Vous avez pas autre chose dans ce genre-là que je pourrais peut-être découvrir? Ah oui, bien sûr, tu sais. Puis une espèce de... Ils sont super gentils, ils sont dans le service client. Eux, ce qu'ils vendent, c'est du service. Ils font pas le vin. Et donc, c'est vraiment moyen de développer une super belle relation avec ces gens-là, où est-ce que finalement, t'envoies un courriel, « Salut, il vous reste-tu 12 de ça de disponible? C'est à quel prix? » Parfait, merci, je vais en prendre. Ça rentre à la maison, on partage avec des amis, c'est pas tant compliqué. Fait que je trouve qu'on commence à se débrouiller pour compléter l'offre. C'est ça, ça serait le fun un jour, voir des petits cavistes ouvrir quelque chose de complémentaire à la SAQ sur le coin d'une rue. Mais moi, je me fais pas d'illusions. Quand on parle politiquement et dans les médias de l'idée de briser le monopole de la SAQ, c'est pas pour que des petits cavistes vendent du vin nature au coin de Saint-Hubert et Beaubien. C'est vraiment pour que le vin soit genre moins cher en épicerie, tu sais. C'est pour que, au lieu que l'entrée de gamme soit à 12$, mais que l'entrée de gamme, mettons, soit à 8$, qu'on puisse l'acheter au IGA. C'est ça l'enjeu électoral derrière ça. Fait, moi, en tout cas, je vois mal comment est-ce qu'on va voir ça un jour. Surtout que briser le monopole de la SAQ, je pense que c'est plus d'1 milliard de revenus dont l'État se priverait. Fait que politiquement, je serais vraiment très surpris de voir ça arriver. Ben, merci beaucoup, Vincent. Je me demandais où est-ce qu'on peut te trouver? Donc, vous pouvez me trouver sur ma page Instagram, Vincent Sulfite. Vincent, comme le prénom, bien évidemment, d'où le jeu de mots. Sulfite au singulier. À partir de là, en fait, il y a le lien pour s'inscrire sur à mon infolettre. Qui rentre par courriel tous les jeudis. Et aussi, vous pouvez me retrouver sur vincentsulfite.com. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. Si vous voulez rien manquer des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'à la page Instagram. Le balado que vous venez de déguster est une création originale de Virage Sonore.